Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première Tire-toi une bûche, v'là de la science. Je me présente. Jean-François Lamarche, je suis responsable des travaux pratiques et de recherche du domaine forestier de l'Université Laval. Je suis le nouvel aménagiste de la forêt Montmorency également. Ça fait plaisir de jouer le rôle de présentateur aujourd'hui. Je vous rappelle que cette rencontre est enregistrée, va être diffusée sur le site Internet de la forêt Montmorency. Petite consigne, évidemment, même si on a le contrôle, on vous demande d'être tranquille et de garder vos micros fermés. Mais de toute façon, on va tous les fermer parce qu'on frôle 300 personnes actuellement sur le site. Par rapport aux questions, les questions vont être prises uniquement, en fait, les questions écrites vont être répondues uniquement. Fort probablement, probablement qu'on n'aura pas, on ne pourra pas trouver réponse à tout ça, mais suite à la conférence de M. Jutras, on va pouvoir répondre à quelques questions. Voilà. Donc maintenant, sans plus attendre, je passe la parole à Mme Evelyne Tifo, qui est la présidente du comité scientifique et d'aménagement et instigatrice du projet de conférence. Mme Tifo. Oui, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de voir le grand nombre de personnes qui se sont inscrites à cette première conférence. Donc, la forêt Montmorency, la plupart d'entre vous, vous la connaissez certainement. Donc, c'est la forêt d'enseignement et de recherche de l'Université Laval. Donc, c'est un espace physique, une forêt dans le paysage, mais en même temps, c'est conceptuellement un espace de génération de connaissances et de partage des savoirs. Et donc, ce qu'on va vivre aujourd'hui, ça fait partie de la partie partage des savoirs, ce qu'on veut faire avec la forêt Montmorency, plus largement avec le domaine forestier de l'Université Laval. Et donc, aujourd'hui, la conférence par Sylvain Jutras et les prochaines qui s'en viennent, l'idée, c'est de vous présenter des travaux de recherche ou des connaissances basées sur des travaux de recherche qui ont cours depuis plusieurs années dans le domaine forestier de l'Université Laval. Donc, une façon de valoriser la recherche qui se fait sur notre domaine forestier et surtout de vous inviter dans cet espace de partage qu'on veut construire. Donc, je repasse la parole à Jean-François. Merci, Mme Tifo. Et maintenant, j'utilise mon ricochet pour passer la parole à M. Robert Beauregard, vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes. Pour votre micro, M. Beauregard, vous êtes toujours sur sourdine. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être là ce midi pour inaugurer cette série de conférences Tire-toi une bûche, v'là de la science. Je voudrais remercier les gens de la faculté, Evelyne au premier chef qui, semble-t-il, aurait pris l'initiative de cette série de conférences. Je voudrais dire toute l'importance que la forêt Montmorency a pour nous à l'Université Laval. C'est essentiel d'avoir une forêt d'une taille raisonnable, d'une grande taille pour pouvoir démontrer les concepts d'aménagement forestier durable. Et à l'Université Laval, on est extrêmement fiers de pouvoir disposer de la plus grande forêt d'enseignement et de recherche au monde, ce qui nous permet de faire des démonstrations et de concepts, de faire des démonstrations de la réalité des choses sur le terrain dans une vraie forêt. Donc, aujourd'hui, on va avoir la première de cette série de conférences avec Sylvain Jutras. Bonjour Sylvain, très content de te voir. Je pense que ça illustre cette série de conférences, la capacité qu'a l'Université Laval de maintenir l'accomplissement de sa mission d'enseignement de recherche, mais aussi de rayonnement dans la société à travers des moyens virtuels. Bien sûr, je pense qu'on aimerait mieux se voir, être en personne les uns avec les autres, puis pouvoir se saluer et se serrer la main et échanger en personne, mais en absence de cette possibilité, qu'on soit capable de tenir des activités telles que celles d'aujourd'hui, pour moi, c'est absolument essentiel. Ça maintient, ça manifeste la capacité que l'institution a de maintenir l'accomplissement de sa mission. Et donc, merci à tous les artisans de cette série de conférences. Merci à la faculté.
et ça fait partie aussi du grand projet de relance de la forêt Montmorency en 2021. Et donc, félicitations à la faculté, félicitations à ses artisans. Et bonne conférence. Merci, M. Beauregard. Sans plus tarder, je vous présente notre conférencier qui brise la glace, Sylvain Jutras, professeur titulaire spécialisé en hydrologie forestière, directeur du programme de baccalauréat en aménagement et environnement forestier au département des sciences du bois et de la forêt de la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique à l'Université Laval. Le titre de la conférence de M. Jutras est « L'eau et la voirie forestière au Québec, enjeux et solutions ». Bonne présentation. Merci beaucoup Jean-François, Evelyne, Robert. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter sous une très grande assemblée, 250 personnes, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de s'adresser à autant de personnes. Je vais commencer par vous dire que je fais partie de différents centres. Le CEF, qui est le Centre d'études des forêts, où je joue le rôle de l'hydrologue pour les forestiers. Et au sein de Centro, qui est un centre de recherche sur l'eau, je joue le rôle du forestier pour les hydrologues. Donc, je me plais très bien à jouer ces différents rôles-là dans ma carrière. Donc, je commence par une courte biographie parce que je ne suis pas sûr que tout le monde me connaît personnellement. Je suis d'abord et avant tout ingénieur forestier. J'ai gradué en 2000 de la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval. Je suis professeur depuis 2010, donc ça fait maintenant un petit peu plus que 10 ans, où j'enseigne au premier, deuxième et troisième cycle, surtout à des bacheliers et des bachelières en foresterie, en environnement, des biologistes, des géographes. J'enseigne l'hydrologie forestière, l'hydrologie de l'environnement et l'hydrologie des milieux humides. Et j'enseigne aussi la sylviculture et l'écologie en forêt boréale. Je suis aussi, parce que je suis professeur dans une université, chercheur en hydrologie forestière et j'ai de nombreux projets de recherche, une merveilleuse et talentueuse équipe de recherche avec plein de professionnels de recherche, d'étudiants à la maîtrise et au doctorat. D'ailleurs, je tiens à vous saluer. Merci beaucoup. Je traite de l'aménagement des bassins versants, de la voirie, de l'hydrographie dérivée du lidar, l'étude de la neige, l'aménagement des tourbières forestières. Ce sont tous des projets de recherche sur lesquels j'ai de la recherche active. Je tiens à préciser aussi que dans mes temps libres, depuis maintenant plus de 10 ans, je suis président d'un organisme de bassins versants, le CAPSA. Donc, c'est aussi quelque chose qui caractérise très bien qui je suis. Donc, j'ai un intérêt, une vocation liée à l'enseignement des sciences forestières, mais aussi à la protection de l'eau. Au Québec, le territoire est immense. Pour plusieurs personnes en Europe, c'est même difficile à se rendre compte en fonction de l'historique qu'on peut avoir du territoire forestier. Au Québec, notre territoire méridional, donc qui correspond à peu près à la limite nordique de l'attribution du bois, on a un territoire qui est dominé par 66 % de territoire public, que vous voyez en vert. On a 11 % de terres privées et là-dedans, on a une couverture de 10 % d'eau. Pourquoi c'est important de replacer ça? Bien, parce que le territoire public est sous l'égide et la responsabilité du gouvernement du Québec. L'eau est une ressource qui est extrêmement importante. Je commence par vous parler d'eau avant forêt, ce n'est pas pour rien. Donc, l'eau, on en a en très grande abondance au Québec. On possède sur notre territoire 2 % de toute l'eau douce de surface renouvelable. On a aussi une très forte pluviométrie, ce qui fait qu'il y a toujours de l'eau. Il pleut tout le temps, il y a tout le temps de la neige, ça finit par fondre. Puis on a, jusqu'à présent, dans notre historique, eu beaucoup plus de problèmes d'inondation que de problèmes de sécheresse, mais je vous le dis tout de suite, attendez-vous à ça, les problèmes de sécheresse vont s'accentuer, il y en a, les changements climatiques sont en train de changer la donne. Ce qui est aussi important de comprendre, c'est que les écosystèmes forestiers dominent de façon très large les grands bassins versants. Parce que vous voyez ici un exemple d'un bassin versant où on aurait un cours d'eau qui alimente une ville, entre autres, et ses citoyens en eau potable. Mais le bassin versant, de façon générale, au Québec, sont presque tous dominés par du territoire forestier. Là, l'importance entre l'eau et la forêt. L'eau est une ressource collective de façon officielle au Québec depuis 2009 grâce à la loi sur l'eau. En fait, c'est la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, mais même là, ça a changé il y a 2 ans. En tout cas, c'est la loi sur l'eau. Il faut comprendre que l'eau est une ressource collective. On ne peut pas s'approprier l'eau, on peut en faire des usages au Québec, mais c'est une ressource au même titre que le bois sur le territoire public. La gestion des forêts et de l'eau au Québec se fait par, entre autres, il faut reconnaître en fait que les ressources de la forêt publique sont collectives.
Donc, sur le territoire public, comme je vous montrais sur la carte, 66 % en proportion de tout le territoire méridional, le gouvernement du Québec a la charge de la gestion de l'ensemble des ressources qui se trouvent sur le territoire public. Le bois, les écosystèmes, les cycles écologiques, les chemins, c'est surtout géré par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le MFFP, pour son petit nom. La faune, c'est le MFFP aussi, par sa section faune, mais aussi par différents intervenants comme la CEPAC, les ZEC, les pourvoiries, qui sont des gestionnaires des ressources fauniques et du prélèvement. Dans le cas de l'eau, c'est un peu plus compliqué, justement, parce que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a une responsabilité, mais le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques est responsable de la loi sur la qualité de l'environnement qui s'applique sur le territoire public. Le ministère d'Énergie et Ressources naturelles qui s'occupe de la gestion des mines, mais aussi des ressources cartographiques. Le MAMACH, ça, c'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui, par le biais des MRC, a un œil, un regard sur le territoire municipal qui se trouverait en territoire public. Hydro-Québec, ce n'est pas un petit joueur, il y a beaucoup de barrages à travers le territoire québécois. Le ministère des Transports du Québec, et il y a à travers tout ça une concertation qui se fait grâce aux organismes de bassin versant, qui sont des organismes à but non lucratif qui font des plans directeurs de l'eau sur l'ensemble du territoire méridional du Québec. Les ressources minières, elles, sont gérées par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Puis là, je ne suis même pas sûr que ma liste est exhaustive. C'est juste pour vous dire qu'il y a plusieurs ressources sur les forêts publiques du Québec et différents ministères au Québec ont la responsabilité de leur gestion. Le bois, la forêt et l'eau en territoire forestier passent inévitablement par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Si on veut faire l'usage de quelconque ressource, on peut le faire. C'est des ressources collectives. Donc, à partir du moment où on dit je veux du bois qui appartient à l'ensemble des Québécois, si je veux un tronc d'arbre sur une terre publique, il faut que je paye des redevances. Mais aussi, il faut suivre un livre de recettes, des règles. Il faut suivre des règles. Et les règles, elles sont très claires. Elles sont couvertes par des lois et règlements. Donc, de 1986 à 2013, le Québec, on a eu à appliquer la loi sur les forêts qui gérait l'ensemble de l'exploitation et des règles d'exploitation sur le territoire public. Le règlement des normes d'intervention est le règlement qui, justement, donne un paquet de détails sur comment faire les choses. Et depuis 2013, on a la chance d'avoir la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et, depuis 2018, le règlement sur l'aménagement durable des forêts. Donc, il y a une rénovation du cadre réglementaire, donc les lois et les règlements. Donc, ça a changé dernièrement à ce sujet-là. D'ailleurs, dans la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, donc la loi en vigueur en ce moment, le 2e article, donc ça vous donne l'idée de l'importance de cet article-là, c'est au début du document de loi, ça dit que l'aménagement durable des forêts contribue à, il y a 6 points ici, c'est les 6 critères d'aménagement forestier durable, et il y en a un en particulier que je tiens à vous exprimer, c'est à attirer votre attention, c'est que le gouvernement du Québec, par la loi d'aménagement durable du territoire forestier, vise à avoir un aménagement forestier durable qui vise à la conservation des sols et de l'eau. Parce que si on veut prétendre qu'on fait de l'aménagement durable des forêts, il faut faire en sorte qu'on conserve le sol et l'eau. Ce sont des ressources qui sont importantes. Et de là, ma partie sur les enjeux de l'eau. Parce que là, en milieu forestier, on en a des enjeux. Je résume de façon grossière, mais depuis plusieurs années, je m'en sers de cette façon-là pour mon enseignement. On peut parler de bien des choses en milieu forestier, des façons de faire les choses, mais la principale menace en milieu forestier, c'est l'apport externe de sédiments dans les cours d'eau. Je simplifie un peu les choses, mais ça met le focus sur l'importance primordiale qu'on a à la protection du milieu forestier. Ce qu'il faut faire, c'est que les sédiments qui contiennent des éléments nutritifs, entre autres, tous les sédiments qui soient d'origine minérale, organique, qui sont dans le bois, ils devraient rester dans le bois. Puis pourquoi je parle d'apport externe? C'est parce que dans les rivières, il y en a des sédiments qui naturellement font s'éroder des berges, se déplacer. Donc, de façon naturelle, dans les cours d'eau, il y a beaucoup de déplacements et d'apports de sédiments. Mais ce sont des sédiments qui sont, normalement, ils viennent des cours d'eau puis ils devraient rester là, tout est beau. Et c'est l'apport externe. Et c'est là que les pratiques forestières peuvent avoir des impacts directs là-dessus.
Au niveau des récoltes forestières, ce qu'on vise à faire, bien, le risque, c'est d'avoir de l'érosion qui est favorisée par les dommages au sol, comme vous voyez sur la photo qui est à cet endroit-là que vous voyez. Donc, il y a de l'orniérage. Puis ce qu'on fait dans le cadre réglementaire, on évite à tout prix de faire de l'orniérage. Donc, ça fait partie des règles et je vais vous l'exprimer plus loin. Ensuite, il y a un risque de transfert des sédiments vers le cours d'eau. Là, ce que vous ne voyez pas, là, c'est qu'il y a des fosses. En fait, vous voyez très bien 2 ornières, puis ensuite, dans le bas, en perpendiculaire, c'est un fossé. Et ce fossé-là, s'il draine l'eau jusque dans le milieu aquatique, là, on a des problèmes parce que les sédiments vont se rendre du parterre de coupe jusque dans les cours d'eau. Et ça, c'est ce qui s'appelle un apport externe de sédiments dans un cours d'eau. C'est exactement ce que je veux vous faire comprendre ici. Donc, si on a une forêt, on fait une récolte, on passe de la machinerie, il y a de l'orniérage, de la compaction. Il n'y en a pas toujours. Quand les conditions sont favorables, il va y avoir, suite à des pluies, plus d'eau qui va s'accumuler dans les ornières et l'eau va couler plus vite. Ce que ça va faire, bien, ça va arracher des sédiments du parterre de coupe, les apporter jusque dans le cours d'eau et là, il y aura érosion et apport de sédiments externes. La solution à ça, bien, c'est d'en faire le moins possible d'orniérage, mais c'est aussi d'appliquer un filtre. Le filtre, c'est laisser en place des bandes riveraines ou des lisières boisées. Et ce faisant, bien, ce qu'on interdit, c'est ça qui est bien important de comprendre, la bande riveraine, elle est efficace par son sol et son humus. C'est ça qui joue le rôle de filtre. Parce que ce qu'on veut, c'est que l'eau passe, elle va passer de toute façon, mais ce qu'on veut, c'est que s'il y a des sédiments qui sont érodés du parterre de coupe, bien, ils ne se rendront pas jusque dans le cours d'eau parce qu'il va y avoir un filtre. À quoi ça ressemble au point de vue cartographique? Bien, vous voyez une image. Il y a une règle dans le règlement, donc dans le livre de règlement. Il y en avait une dans la RNI, il y en a une dans la RADF maintenant. Ce qu'on fait, c'est qu'on limite les ornières à 25 de la longueur des sentiers par aire totale de coupe. Donc, vous voyez une aire totale de coupe. On regarde tous les sentiers. Ceux qui sont en rouge sont orniérés. C'est un exemple. Et ceux qui sont en bleu ne sont pas orniérés. On calcule la proportion. Si on est en bas de 25 c'est jugé comme étant raisonnable. Ensuite, une méthode importante, c'est de faire en sorte qu'on laisse des lisières boisées le long des cours d'eau. Vous voyez un cours d'eau permanent, on laisse une bande de 20 mètres de chaque côté. Il y a un petit cours d'eau intermittent, on laisse une bande riveraine de 6 mètres de chaque côté. Ce qui fait en sorte qu'on peut gérer la récolte à l'intérieur de ces bandes riveraines-là, mais on laisse en place la qualité de l'eau. En fait, il y a des dessins qui sont ajoutés. Voilà. Donc, maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est des règles qui sont déjà bien couvertes depuis des décennies au sein des lois et règlements au Québec. Ça fait partie du règlement d'aménagement durable des forêts. On ne peut pas faire ça autrement. Donc, en ce moment, les enjeux de l'eau qu'il faut ajouter à ça, c'est la question en lien avec la voirie. Donc, les pratiques forestières sont bien connues. Si on applique des saines pratiques, il y a très peu de risques sur la qualité de l'eau. La voirie forestière, par contre, fait en sorte qu'il faut comprendre que chaque traverse est un point de contact avec un cours d'eau. Et ensuite, donc c'est pour ça qu'on a un livre de règlement très, très, très formel. Si vous voyez là, l'image qui est là, je vais essayer de voir la notation, je vais essayer d'enlever ce qui a été tracé. Yes, excusez-moi, il y a quelqu'un qui s'est amusé à dessiner sur ma figure. Voilà. Donc, là, vous voyez un bel exemple d'une installation de ponceau faite selon les règles du RADF. La vie est belle, tout est correct. Et les règles, justement, sont très importantes parce que comprenez qu'on met des voyages de 10 roues, des camions et des camions et des camions de sédiments qui n'ont pas d'affaires dans un cours d'eau. Là. Et le but, c'est de les garder là. S'ils restent en place, il n'y a pas de problème. Donc, il y a une panoplie de règlements qui traitent de la construction des traverses de cours d'eau. Par contre, quand on considère ça à long terme, les chemins forestiers peuvent faciliter les apports. Puis pour ça, il faut bien entretenir notre réseau routier une fois qu'il est en place. Donc, la voirie forestière au Québec, comme je vous dis, ça se fait par un cadre réglementaire. Le RNI, le RADF, et ici, vous voyez une image qui vous montre, c'est très succinct parce qu'il y a des images comme ça, vous regardez, c'est la figure 28 du guide de 97. Et là, dans le RADF, maintenant, ça a explosé. Il y a encore plus de belles images, plus de règles. On a un cadre réglementaire extrêmement précis. Et lorsqu'on construit des chemins forestiers sur terre publique, je peux vous l'assurer, ils sont bien construits. Ils suivent des normes, des règles de l'art, ils sont bien faits, ils vont être durables. Et là, l'essentiel du reste de ma présentation va virer un peu de bord. Parce que l'entretien, c'est là qu'est le problème.
l'entretien, c'est le reste de ma présentation. Je vais surtout concerner cette question-là. Dans le cadre réglementaire, le RADF considère et écrit, selon un article sur tout le document, que s'il y a une utilisation régulière d'un réseau routier, bien, il faut l'entretenir. Mais s'il n'y a aucune utilisation, il n'y a rien qui en parle dans le RADF. Puis si on regarde les lois, les règlements, il n'y a absolument rien qui concerne une quelconque entretien nécessaire lorsqu'il n'y a pas d'utilisation. Ça veut dire que quand il y a une route qu'on n'utilise pas, bien, en fait, on peut la laisser abandonner. Et quels sont les risques d'un manque d'entretien? Bien, vous le voyez, il y a de l'érosion qui peut se faire parce qu'un fossé ne fait plus la job, il y a une tempête qui passe, il y a des débits très élevés qui vont éroder une partie de la route. Si c'est une route qu'on a une utilisation régulière, qui sera un chalet de la CEPAC, qui est sur un secteur de récolte, bien, on va entretenir. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir le trou. Il n'y aura pas personne qui va être pénalisé pour les tonnes de sédiments. Là, cette image-là, ça se compte en 10 roues. Là. Il y a probablement 1 ou 2 10 roues de sédiment qui est rendu dans le cours d'eau en bas. Là. Mais on va réparer cette situation-là parce que le cadre réglementaire le demande. Ici, c'est un autre exemple, assez catastrophique, mais si vous cherchez dans le bois, vous en trouvez des situations comme celle-là. Cathy n'est pas bien grande, elle fait juste 5 pieds, mais il reste que les voyages, le volume de sédiments ici, il est complètement incroyable. Et c'était une ancienne route. Puis en amont de tout ça, il y a un ponceau qui est bloqué. Puis avec le temps, bien, le cours d'eau a complètement dévié, puis a pris le chemin. Il a tout érodé le chemin. Dans ce cas-ci, c'est bien plate. C'est un chemin qui ne sert plus depuis au moins 40 ans. Là. Donc, puisqu'il n'y a aucune utilisation, ce qui se passe là ne fait l'objet d'aucun cadre réglementaire. Ce n'est pas couvert par le RADF. Ça ne veut pas dire que le RADF n'est pas bon, c'est juste qu'il ne traite pas de ça. Donc, il n'y a pas d'action, donc il y a des dommages à l'environnement. Personne n'est au courant, personne ne peut agir, il n'y a personne qui peut être. On ne peut pas revenir en justice envers personne à cause de ça. Mais pourtant, c'est un chemin qui appartient à l'ensemble des Québécois. Ici, c'est un autre exemple très classique de coup d'eau au printemps. Quand ça se met à fondre, bien, si on a une utilisation régulière, on va entretenir. Donc, on va essayer de débloquer le tuyau. Mais l'important, c'est que l'eau passe. Fait que s'il y avait une coupe de branches, on enlève ça, on remet du gravier, puis la vie est belle. Si on n'a aucune utilisation de cette route-là, ce qui est souvent le cas, parce qu'en milieu forestier, une fois qu'on a construit la route, ça arrive bien souvent sur territoire public, qu'on ne tournera pas avant 20-30 ans, puis même des fois 60 ans. Donc, s'il n'y a personne qui l'utilise, bien, il n'y a personne, c'est pas grave, il n'y a personne qui va le réparer, c'est la responsabilité de personne. Quand il y a une érosion, parce que là, ça finit par éroder, puis tout le sédiment va finir par partir autour du ponceau, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, bien, si on utilise la route, il va falloir faire une réfection. Donc, il va falloir réparer ce ponceau-là. Puis, lors du moment où on va réinstaller le ponceau, bien, on va respecter les règles du RADF. Puis, comme je vous l'ai dit, les règles du RADF sont complètes, bien, pas sont complètes, sont bonnes. Donc, quand on va installer un ponceau, on va l'installer comme il faut. Il n'y aura pas trop de sédiment qui va être fait. Mais le mal qui a été fait, le dommage à l'eau, on n'est pas au courant, ce n'est pas documenté, ce n'est pas mis nulle part, il n'y a personne qui est responsable parce que ça ne fait pas partie d'un cadre réglementaire. Ici, c'est un autre exemple extrême, mais ça, des exemples comme ça, je demande à mes étudiants chaque année de m'en envoyer, puis j'en reçois chaque année. Là. Il y a tout le temps au moins 2-3 étudiants qui ont vu des situations aussi équivalentes que ça, un peu partout à la grandeur du Québec. Ce n'est pas si infréquent, c'est catastrophique. On le souhaite, on fait tout ce qu'on peut pour éviter que ça se fasse. Mais ce qui arrive, c'est que dans une situation comme ça, où il y a eu clairement une insuffisance, blocage des canaux, l'eau a passé, ça a arraché la route au complet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réparer la structure rapidement pour permettre l'extraction du bois et les activités forestières. Par contre, les sédiments qui sont rendus en bas, là, vous voyez juste le sédiment grossier, là, mais 3, 4, 5 km plus loin, même jusqu'à 10 km plus loin, c'est sûr qu'il y a encore des sédiments fins qui ont colmaté l'ensemble des milieux aquatiques qui sont en aval de cette situation-là. Et encore une fois, je vous le souligne, les dommages à l'eau ne font pas partie d'un cadre réglementaire. Donc, la gestion de la voirie forestière au Québec, sur terre publique, le réseau de chemins a été principalement développé pour l'extraction de bois. Donc, on en a construit des chemins pendant une très, très longue période. Ça a commencé à peu près dans les années 60 jusqu'à dans les années 80, fin des années 80, où là, c'était plutôt tranquille. Ça montait tranquillement. Là, début des années 80, il y a eu une augmentation, mais surtout, entre 1994 et 2005, à peu près, 2006-2007, il y a eu un boom de récolte de bois. Donc,
plus il y a du bois qui se récolte, plus il y a de chemin qui se construit, surtout que le bois qui a été récolté pendant cette période-là était dans des secteurs où il n'y avait pas de route. Donc, entre 1990 et 2010, il y a eu une quantité phénoménale de chemins qui ont été construits. Et si vous calculez 90, on est en 2021, ça fait 30 ans. Tenez ça, là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de routes qui ont été construites avant 30 ans, mais depuis 30 ans, il y en a beaucoup. Puis tout ça, ça a été fait selon les normes du RNI. Donc, il a été bien construites, les structures. Ça, je peux vous le confirmer, ça a été bien construit dans la plupart des cas. Il y a une utilisation diversifiée qui a été faite ensuite de ces routes-là. Parce que là, on prétend, on a construit tous ces chemins-là, puis on a dit, c'est le fun, ça ouvre le territoire, tout le monde va pouvoir accéder au territoire. Oui, mais la chasse et la pêche, là, ça n'utilise pas tout. Puis surtout, c'est que là, quel est l'état actuel de la voirie forestière au Québec? C'est une question qu'il faut se poser pour se dire, est-ce que tous ces chemins-là sont en bon état actuellement? Je vous ramène ici au rapport de l'état de la voirie forestière qui a été fait par le Bureau du forestier en chef en 2010. Dans la section qui concerne la protection des milieux aquatiques, la section se termine par ceci: des vieux chemins sans surveillance. Et je vais vous expliquer exactement ce qu'il y en a. Les entreprises forestières sont responsables de l'état des chemins pendant leur utilisation, et ça, c'est écrit dans le cadre réglementaire, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Après cette période, les entreprises n'effectuent aucun suivi de ces chemins, effectivement, parce que le gouvernement du Québec ne demande pas d'avoir un suivi après l'utilisation. Les entrevues ont permis de constater qu'il y a absence de suivi, de bilan ou de plan d'action à l'égard des vieux chemins et des vieux ouvrages permettant de traverser les cours d'eau. Donc, le Bureau du forestier en chef, en 2010, le soulignait qu'il n'y en a pas de bilan, il n'y a pas de plan d'action, il n'y a pas rien, il n'y a pas de suivi. Là. Ça, c'est le Bureau du forestier en chef, en fait, c'est le bras du gouvernement qui, en fait, c'est l'organisation qui surveille si on fait de l'aménagement forestier durable au Québec. Puis il dit que, justement, on manque d'informations. En outre, il n'existe aucune évaluation de l'ampleur du réseau routier forestier abandonné et de son apport de sédiments dans le milieu aquatique. Puis je viens de vous le montrer, là, les évidences sont là, quand il y a un chemin qui est mal entretenu, il y a plus de chances de lâcher, puis quand il lâche, il y a de l'érosion qui se fait, puis l'érosion, ça fait de l'apport de sédiments dans le milieu aquatique. Donc, je n'invente rien, là, depuis 2010, ces informations-là sont connues. Donc, à partir de là, avec plusieurs partenaires, j'ai un étudiant avec qui j'ai travaillé, Philippe Paradis-Lacombe, qui a fait un super projet de maîtrise où il est allé avec la Fondation de la faune du Québec, Fédération des pourvoiries, les AC-Québec, la CEPAC, la Forêt-Montmorency, donc il y a des territoires de la Forêt-Montmorency. Une des petites étoiles que vous voyez là est un territoire de la Forêt-Montmorency. On a inventorié par bassin versant. On a fait un inventaire exhaustif de tous les chemins, de toutes les traverses, dont les chemins fermés, dont les chemins en mauvais usage. Ça faisait partie du travail. Première constatation qu'on a remarquée comme résultat, en comparant les bases de données gouvernementales des chemins forestiers, on s'est rendu compte que entre les inventaires, donc les cartographies du réseau routier qui sont faites à peu près, on appelle ça les décennales, mais c'est plus vraiment, on n'utilise plus le terme décennal, et c'est à peu près fait aux 15 ans. Donc, entre période de 15 ans, il y a des chemins qui ont disparu. Il y a des endroits où il y a eu un nettoyage qui a été fait dans les bases de données, puis il y a certaines décisions qui ont été prises dans certains endroits où on a dit, si les chemins sont plus carrossables, ils sont abandonnés, on va les enlever de la base de données. Et c'est ce qui a été fait dans certains endroits. À d'autres endroits, ce n'était pas équivalent pour la grandeur du Québec. Mais de façon globale, ce qu'on a découvert, c'est qu'à partir des données les plus récentes, on se rend compte qu'il y a au moins 330 000 km de chemins qui étaient cartographiés. Mais de ça, on n'avait pas les chemins récents. On avait 18 % de chemins effacés qu'il faut rajouter aux 330 000. Puis on a 13 % de plus de chemins qu'il faut ajouter qui n'ont jamais été numérisés. En bout de ligne, on a probablement plus autour de 450 000, 500 000 km de chemin. Donc, on a beaucoup plus que ce que le ministère sait qu'on a comme base de données. Et surtout, ce qui est important de savoir, c'est que dans la base de données, la moitié des chemins ont comme caractérisation inconnue. Donc, il y a une ligne, mais on ne sait pas c'est quoi le chemin. On ne sait pas s'il est vieux, on n'a pas de date, on n'a pas d'information, il n'y a rien dans la base de données. Il y a juste une ligne qui dit un chemin là, mais on ne sait pas c'est quoi. Sur les 525 km de chemin inventoriés qu'on a étendus sur les unités de paysage, le résultat que je vais vous présenter, c'est la figure de droite. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 37 % du réseau routier qui est abandonné. Il y en a 34 % qui est peu fréquenté, puis il y en a 29 % qui est fréquenté. Fait que ça, c'est ce que plusieurs intervenants nous disaient. Il y a la grande majorité des chemins qui sont construits, ce n'est pas la grande majorité qui sert à tout le monde et qui est largement fréquenté.
Donc, s'il n'est pas fréquenté, il n'est pas utilisé. S'il n'est pas utilisé, ben, il n'est pas entretenu. Donc, il y a 21 % du réseau routier qui est entretenu. Le reste, 79 %, il n'y a aucun entretien. Il y a des fois des gens qui passent dessus en 4 roues, en pick-up, peu importe les raisons, mais qui n'entretiennent pas la route parce que ce n'est pas sur leur responsabilité. Parce que le RADF ne couvre pas ça, puis le RNI ne le couvrait pas. De plus, sur 374 traverses de cours d'eau qu'on a inventoriées, on a considéré qu'il y a 54 % des traverses de cours d'eau qui étaient dans un état de dégradation avancée. Puis c'est logique, si on n'entretient pas, ils vont se dégrader. Puis en plus, avec l'âge qu'il y a, ce qu'on a découvert, c'est que en fait, c'est pas dur à découvrir, quand tu achètes un tuyau en métal, il n'y a pas une compagnie qui va te l'approuver sur plus que 25 ans. Là, si tu en vas chez Amtech, Soleno, ils vont dire le tuyau de PTOG, le tuyau de tôle ondulé galvanisé que tu vas poser, là, sa durée de vie, c'est 25 ans. Fait que si ça dure plus longtemps, tu es chanceux. Puis si ça dure moins longtemps, bien, c'est fréquent. Donc là, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce que je vous ai dit, dans les années 90, il y a eu un gros boom de construction, ça fait 30 ans. Donc, on est rendu, en plus de tout ça, dans une situation où on est à la fin de la vie utile de la plupart de nos infrastructures de routières qui ont été construites dans les années 90, en fait, exclusivement en métal, parce que les ponceaux de plastique existent seulement depuis 2000. Donc, le sous-entretien de la voirie forestière, c'est clair que c'est une menace directe à l'objectif que le gouvernement du Québec a de faire de l'aménagement forestier durable, parce que dans la conservation de l'eau, on ne doit pas envoyer des camions 10 roues de sédiments dans le milieu aquatique. Donc, le vieillissement inévitable des traverses de cours d'eau doit être pris en compte. D'ailleurs, puis c'est ça que je tiens à vous dire, la stratégie d'aménagement durable des forêts y fait référence, parce que pour protéger les milieux aquatiques, il y a 3 règles qui ont été établies. Des nouvelles exigences dans le règlement, donc le RADF, tant mieux, c'est parfait, et c'est ça que le ministère vérifie. Des aires équivalentes de coupe pour les rivières à saumon, parfait, c'est un dossier réglé. 3e dossier, politique de gestion du réseau routier. Jusqu'à ce jour, il n'y en a pas. Le bureau du forestier en chef, qui a la responsabilité de la vérification de l'état de l'aménagement forestier durable, a, depuis 2010, fait plusieurs actions. Donc, on va regarder qu'est-ce que le bureau du forestier en chef a fait. En 2010, le bureau du forestier en chef, à la fin de la section que je vous ai déjà montrée, il dit « Contrairement à l'Ontario, le Québec n'effectue aucun suivi de la densité des chemins et des ouvrages permettant de traverser les cours d'eau afin d'évaluer le potentiel impact de l'aménagement forestier sur la qualité de l'eau et de l'habitat du poisson. » Donc, on le sait, là, depuis 2010, le bureau du forestier en chef le souligne, il dit bien, il y a une bout de la question de la conservation de l'eau qui n'est pas fait parce qu'on n'a pas de données, parce qu'il n'y a pas de suivi qui nous permette de le faire. En 2015, le bureau du forestier en chef, dans les constats pour la section qui concerne la conservation de l'eau, la principale recommandation, le principal détail qui est là, c'est les pratiques forestières se sont améliorées et ont résulté en une augmentation du taux de conformité aux normes de protection du milieu aquatique. Donc, ce que le ministère et ce que le bureau du forestier en chef ont fait, c'est qu'ils ont dit, est-ce qu'on respectait le RNI? Oui, ça s'est amélioré. Est-ce qu'on parle de vieux chemin? Plus du tout. Aucun lien, aucun détail, il n'y a rien dans le rapport du bureau forestier en chef qui traite de l'état du suivi des traverses de cours d'eau et du réseau routier au Québec. Bureau du forestier en chef en 2020, novembre, ça fait quelques mois, il y a eu une analyse des résultats qui a été publiée en matière d'aménagement durable des forêts du domaine de l'État, donc c'est exactement de quoi je parle. Et dans la section 3.2, ce que ça dit, c'est que la réglementation en vigueur assure l'encadrement de l'implantation et de la réfection des routes forestières pour la protection de l'eau et l'analyse de conformité des normes a été réalisée. Elle démontre que la protection de l'eau est prise en compte et jugée conforme. Moi, ce que j'en dis, c'est qu'elle est partiellement prise en compte et le respect du RNI, parce que là, ce n'est même pas le RADF à ce moment-là qui a été évalué, le respect du RNI s'améliore, mais sans plus. Puis c'est une partie de la situation. Ça veut dire qu'on construit des chemins comme il faut, mais on n'a toujours pas aucune mention d'une quelconque inventaire et connaissance de l'état de situation de l'entretien du réseau routier. Le bilan quinquennal, parce que là, le bureau du forestier en chef a fait son travail de façon en collaboratif en même temps que le bilan quinquennal de l'aménagement durable des forêts qui est fait par le ministère de la Forêt, Fonds et Parcs.
qui est sorti en même temps au mois de novembre. Et dans les objectifs, donc, regardez, le bilan quinquennal de l'aménagement durable des forêts en 2013 et 2018 pour la protection du sol et des milieux aquatiques et humides, l'effet saillant, c'est que le taux de conformité des normes du RNI est demeuré relativement stable à 90 %. Donc, à l'heure actuelle, il y a 10 % des structures qui ne respectent pas les normes de construction du RNI, en plus. Ce que ça dit, c'est qu'après ça, il y a eu le RADF qui a été mis en place. Parfait, c'est bon, c'est ça qu'on souhaitait, mais sauf qu'il n'est pas encore question de voirie. Donc, j'en viens aujourd'hui à vous dire ça. Je n'ai pas le choix. Il faut commander quelqu'un le dise, puis c'est ce que je fais aujourd'hui. Le ministère Forêt, Faune et Parcs persiste en 2020 à ne faire aucun suivi des anciens chemins et traverses de cours d'eau sous sa responsabilité. Par chance, la stratégie nationale de production de bois, qui a été produite aussi en fin d'année, il n'y a pas si longtemps, a une section complète sur le réseau routier et l'accès au territoire. Et dans le petit paragraphe qui est en haut à droite, que j'ai agrandi ici, on voit deux choses. C'est que de façon claire, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dit que les chemins se détériorent inévitablement avec le temps. Tant mieux, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu ces documents-là, cette affirmation-là de la part du ministère des Forêts. Et cela commande de faire des choix judicieux et de planifier rigoureusement l'entretien du réseau routier. Et ça, justement, j'ai bien hâte de pouvoir y participer avec le ministère des Forêts pour arriver à faire ça, justement, un entretien rigoureux du réseau routier. Comment on fait pour y arriver? Voici quelques solutions que je voulais vous proposer. Donc, dans les solutions en lien avec l'eau et la voirie, il y a d'abord une cartographie. Parce que pour l'instant, la cartographie, elle est faite à très basse résolution et je vais vous montrer un exemple. Maintenant, grâce à la cartographie à très haute résolution, on peut cartographier l'eau et la voirie parce qu'il y a des nouveaux produits dérivés. D'ailleurs, je dois le souligner, ça fait maintenant 4 ans que mon équipe de recherche et moi-même travaillons en collaboration avec le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs, avec la Direction des inventaires forestiers, qui font un travail exceptionnel de leadership en lien avec l'acquisition de données LIDAR, et avec le ministère de l'Environnement et d'autres partenaires. Donc, je travaille depuis maintenant plus de 4 ans à produire ce que vous voyez à l'écran, donc les lits d'écoulement LIDAR et les indices d'humidité topographique LIDAR. Ils sont produits maintenant par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, mais ils ont été développés grâce à une collaboration et ma supervision dans mon laboratoire. Vous pouvez les télécharger sur Données Québec, mais maintenant, ce qui est très cool, c'est que vous pouvez même les visualiser. Je vous invite à aller sur geoapp.bibli.laval.ca. En fait, c'est un lien très simple, c'est le GeoIndex, c'est la bibliothèque de l'Université Laval qui a pris les données et qui permet de les visualiser. D'après ce que j'ai compris, ça devrait éventuellement être disponible sur Forêt ouverte, là, mais ça, c'est un autre dossier. Puis ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où on connaît où sont les cours d'eau, on peut renumériser, entre autres, géo-interpréter les routes et les ponceaux. Pourquoi je dis géo-interpréter? Je vais vous le montrer. Ce qu'on avait avant, depuis 40 ans, c'est des photos aériennes. Puis les photos aériennes, ils permettent de voir le territoire en 3D quand on les met côte à côte, puis qu'on a les appareils qu'il faut pour voir ça à distance. Donc, vous voyez ici une photo aérienne, puis de toute évidence, on voit qu'il y a des chemins, puis il y en a des cours d'eau. Bon, parfait. On a les chemins, qui sont les chemins dans la base de données du 4e inventaire décennal. Ensuite, on a l'hydrographie. Donc, on voit des cours d'eau permanents, des cours d'eau intermittents. Mais là, ce qui arrive, c'est quand on met la donnée LIDAR, puis la donnée LIDAR, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est de la donnée laser aéroportée qui est attachée à un avion. On a une résolution de 1 mètre par 1 mètre qu'on voit sous le couvert forestier. Parce qu'avec une photo aérienne, on ne peut pas en voir en dessous des arbres. Tandis que là, on peut voir en dessous des arbres de façon très précise. Et qu'est-ce que ça donne? C'est ça. Donc, c'est la même carte, mais là que j'enlève la photo aérienne, ce n'est que des données LIDAR qui sont en arrière-plan. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que les chemins n'arrivent pas à la bonne place. Vous voyez les chemins, je les fais disparaître. Ouf! Mais vous les voyez encore, hein? Ben oui. Ben, c'est parce que justement, on peut géo-interpréter les chemins à partir de demain matin. Il n'y a rien qui empêche le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de renumériser l'ensemble des routes puis de savoir ils sont où. On les voit, c'est toute évidence. S'il n'y a pas de remblai, il n'y a pas de route. Fait qu'à partir du moment où il y a un remblai, on les voit. C'est ce qu'on a fait. On a tout recartographié pour l'ensemble de la forêt Montmorency, les routes. On a fait la même chose avec l'hydrographie. Grâce aux algorithmes qu'on a, voici les nouveaux cours d'eau. Il y en a pas mal plus que ce qu'il y en avait avant, soit dit en passant, parce que la cartographie ne nous permettait pas de voir des cours d'eau sous le couvert forestier. Donc, à partir de là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a renumérisé tout ça, puis on a dit, on va retrouver les ponceaux,
Donc ça, là, il n'y a rien qui empêche. Ça, là, ça a été la réalisation de la carte que vous avez sous les yeux. C'est un projet de confinement qu'on a fait avec l'argent du ministère pendant le temps du confinement. Quand mes étudiants sont ramassés à être supposés partir sur le terrain, on les a tous mis sur des ordinateurs. On leur a dit, faites la renumérisation de tout ça. Puis merci, en fait, à toute l'équipe parce que maintenant, on est capable de démontrer qu'il n'y a rien qui nous empêche de bien connaître les cours d'eau, où ils sont, mais bien connaître aussi chacun des chemins et chacun des ponceaux. Donc, à partir de là, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Et ça, c'est ce que je vous présente là, c'est tout frais sorti du four. On a fait ça. Ça fait quelques mois qu'on travaille, mais les résultats, ce que je vous présente là, ça fait à peine une semaine que mon équipe de recherche a réussi à me les produire. Donc, sur les 412 km² de la forêt Montmorency, on a 1,7 fois plus de chemin que ce qu'on pensait qu'on en avait. On a une densité de route de 3,4 km par km² en moyenne. C'est énorme. Ça fait une très grosse densité de réseau routier. Comme cours d'eau permanent, on a fait sauter à machine, on a 3 fois plus de cours d'eau permanents qu'il y en avait sur les cartes précédentes. Et j'ai bien hâte de voir le bureau du forestier en chef, le calcul de possibilités forestières qui devrait nous remettre bientôt, qui devrait tenir en compte de tout ça parce que ces informations-là sont entre les mains du bureau du forestier en chef depuis maintenant presque un an. Les cours d'eau intermittents, on a 4 fois plus de cours d'eau intermittents qu'il y en avait sur les cartes. On a 3884 ponceaux. Ça, c'est estimé parce que là, il faut aller les vérifier. Puis dans notre estimation globale, là, on pense qu'on en a plus que ça parce qu'il y a bien des conduits de drainage, donc des ponceaux de drainage qui ne sont même pas cartographiés. Ça fait 2,8 ponceaux par kilomètre de chemin, ça fait 9,4 ponceaux par kilomètre carré. On a beaucoup de travail à faire. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'il n'y a en ce moment, pour la forêt Montmorency, aucun plan de gestion pour ces chemins. Mais par contre, ça fait partie des responsabilités qu'on a à accomplir et à se pencher là-dessus dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Voilà. Donc, une autre solution, c'est qu'il va falloir caractériser ensuite ces choses-là, parce que là, c'est bien beau une cartographie, mais c'est plein d'erreurs. Il y a des endroits, ça ne sera pas à bonne place, ça ne sera pas dans le bon état. Puis là, surtout, c'est qu'on n'a aucune idée de l'état des ponceaux. On n'a même pas l'idée d'âge des chemins. Donc, ça va nous prendre une caractérisation, un inventaire, surtout pour le réseau d'accès principal. Et ça a déjà été fait pour la forêt Montmorency par la CRE il y a quelques années. Ça a été remis au ministère et pour l'instant, on n'a jamais eu de retour sur un quelconque plan de gestion des accès principaux. On doit le faire aussi pour l'ensemble du réseau routier de chemins publics pour une question de protection du milieu aquatique. On n'a pas le choix. Il va falloir développer, et ça, j'en suis convaincu, parce qu'une fois qu'on sait tout ce qu'on a, on va bien se rendre compte qu'il y a tellement de chemins qui n'ont absolument plus besoin d'être maintenus qu'il va falloir développer des méthodes claires d'entretien, parce qu'en ce moment, il n'y a pas de méthode d'entretien légale. Il faut juste dire qu'il faut faire passer l'eau. Mais à part de ça, ça va prendre des critères clairs. De mise hors service et de fermeture. Donc, il faut préciser les exigences claires en matière d'entretien de la voirie parce que la RADF, en ce moment, il fait juste dire si vous utilisez un chemin qui a déjà une structure, bien, il faut que l'eau passe, puis que ça soit en bon état. Mais si le tuyau il est résistant, puis dans 5 ans, il va écraser, là, vous n'avez aucune responsabilité, vous n'avez pas besoin de le remplacer, puis ça sera au prochain qui, bien justement, en fait, on va attendre que Dame Nature l'arrache, puis on le remplacera par la suite. C'est triste de dire ça comme ça, mais c'est assez factuel parce que ça sort en dehors du cadre réglementaire. Il va falloir développer des méthodes de mise hors service parce que ce n'est pas vrai qu'on peut fermer tous les chemins, mais par contre, on pourrait enlever les traverses de cours d'eau, on pourrait enlever les ponceaux, on pourrait utiliser plus d'ouvrages amovibles sans fermeture, plus de traverses à gué aménagées. C'est des travaux de recherche que je mène et je dois le souligner, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est partenaire à l'heure actuelle dans mes projets de développement de méthodes de mise hors service parce qu'il y croit. Puis, en fait, on a une excellente collaboration en recherche dans ces dossiers-là. Il va falloir aussi faciliter et financer la fermeture des chemins hors caribou. Je le souligne là, parce que là, c'est facile de fermer des chemins, c'est super à la mode, c'est le fun dans le dossier caribou, là, on peut fermer des chemins. Vous essayerez de fermer des chemins dans une ZEC, vous allez voir que c'est pas mal plus compliqué que de fermer ça quand on est dans le très grand nord de la Côte-Nord. C'est pas les mêmes enjeux, mais c'est parce que fermer des chemins sur le territoire public au Québec, c'est pratiquement impossible. Et la solution miracle, mais on n'a pas le choix, c'est pas négociable, c'est que ça nous prend une politique de gestion. Et là, je le souligne parce que le ministère, dans la stratégie, ça dit une politique de gestion du réseau routier. Il
faut faire attention, là. Des politiques de gestion des accès routiers, c'est une chose. Et ça, c'est correct, l'industrie forestière peut aider parce qu'on en a besoin. Il faut faire sortir le bois, il faut que ça circule, il faut que ça soit efficace. Mais une politique de gestion intégrée, exhaustive du réseau routier, on en a besoin d'une pour la question de la protection des ressources aquatiques. On n'a pas le choix. Puis il va falloir savoir qui fait quoi, qui paie quoi, qui décide quoi. Parce que pour l'instant, il y a un vide total de recommandations. On n'a aucune idée de la politique, qu'est-ce qui peut se passer à l'heure actuelle, même si supposément elle est en cours de développement. Moi, je n'en ai jamais entendu parler. Le MFFP, le ministère Forêt, Fonds et Parcs, qui a la responsabilité pour le gouvernement du Québec de s'occuper de l'ensemble du territoire de tous les Québécois et toutes les Québécoises, il doit prendre ses responsabilités en matière de protection de l'eau parce que pour l'instant, les démonstrations que j'ai faites, les documents le démontrent qu'en ce moment, ben, c'est plate, là, mais la protection de l'eau, ça ne passe pas comme priorité. Le RADF, il est bon. Je réinsiste là-dessus. Là. Le cadre réglementaire est bon, mais il est incomplet parce qu'on fait abstraction de l'entretien de la voirie qui est déjà en place. Ça va prendre une base de données des chemins forestiers qui est cohérente avec des états de situation, et ça, on n'en a pas. Et à ce sujet-là, au sein de la forêt Montmorency, on s'est déjà engagé à ça. On travaille depuis des années à y réfléchir. Et d'ailleurs, je dois le souligner, l'organisme de bassin versant Charlevoix-Montmorency a récemment pris la responsabilité de mettre sur pied un comité de voirie forestière pour travailler dans le cadre de la forêt Montmorency, parce que c'est du territoire public, là, soit dit en passant, la forêt Montmorency. Il faut rouvrir ça. Là. Fait que la politique de gestion, là, même si elle ne vient pas du gouvernement d'en haut, on va en avoir une à Forêt Montmorency parce qu'on va commencer à travailler dessus. Et justement, j'en profite pour inviter le ministère de Forêt, de Fonds et des Parcs local à y jouer un rôle de propriétaire responsable parce que c'est quand même, avant tout, le réseau routier de l'entièreté des Québécois et il y a beaucoup du réseau routier qui n'a aucun utilisateur et qui tombe sous l'entière responsabilité du ministère. Donc, ma conclusion en matière d'eau et de voirie au Québec, les enjeux, je vous les ai ciblés. La principale menace, c'est l'apport externe de sédiments. Et si on utilise des saines pratiques de récolte, la protection de l'eau est efficace. Ça, j'en suis convaincu. Et le cadre réglementaire, les lois au Québec font en sorte que c'est bien fait à ce sujet-là. La question de la construction des traverses de cours d'eau aussi et des chemins forestiers, j'en suis absolument convaincu. Par contre, le sous-entretien de la voirie forestière, c'est un risque extrêmement élevé pour l'eau. Et là, ben, la solution, il y en a juste une, c'est une politique de gestion intégrée exhaustive du réseau routier. Et cette politique-là est nécessaire au point où, je n'ai pas le choix de vous dire ça aujourd'hui, mais le gouvernement du Québec ne peut plus prétendre atteindre le critère de conservation des sols et de l'eau dans les forêts du domaine de l'État s'il n'est pas en place immédiatement une politique de gestion intégrée et exhaustive du réseau routier. Voilà. Fait que, Jeff? Oui, parfait. Merci beaucoup, M. Girard. Tel que dit d'emblée, on prend les questions, on a 13 minutes. On va dire, mettons, 11 minutes et demie. Vos questions, on vous invite à les partager dans le chat. Et puis, on va les lire à haute voix. C'est Raphaël qui va gérer ça. Alors, ouais, bonjour. Pour l'instant, nous avons eu plusieurs commentaires, là, entre autres au niveau de l'augmentation de la construction des réseaux routiers en raison de la récolte en coupe mosaïque. En effet, là, la coupe mosaïque permet un retour et donc l'entretien, puis on peut remettre en état les ponceaux. À ce sujet-là, je pourrais dire justement que pour la coupe en mosaïque, l'avantage de la coupe en mosaïque, c'est qu'on en divisant le territoire, on augmente la densité du réseau routier, mais surtout, on va mieux l'utiliser. De façon très étrange, à travers tout ce que je vous ai indiqué là, je propose, puis je considère que l'activité de récolte forestière est à la base la solution pour être capable de régler les problèmes des vieux chemins. Parce que de la minute où on a besoin, comme justement dans un cadre de coupe mosaïque, en fait, pour ceux qui connaissent plus ou moins le concept de coupe mosaïque, je vais le résumer en vous disant qu'on va laisser des îlots importants de territoires forestiers intacts. On va en couper d'autres, ce qui fait qu'on est obligé d'augmenter la densité de réseau routier pour ramasser la même quantité de bois. Mais l'affaire, c'est que ce réseau-là, s'il est bien conçu, il pourra être réutilisé dans 30 ans et dans peut-être 60 ans. Donc, à courte échéance, il y aurait moyen de mieux entretenir un réseau routier, même s'il est plus dense. Donc, la densité ne donne pas foi de tout, mais
nécessite une grande planification. Et là, la planification de la voirie forestière, pour l'instant, elle est planifiée pour des besoins très techniques de récolte de bois seulement. En fait, seulement. Dans l'immense majorité, il y a quelques petits tronçons de chemin qui sont construits dans d'autres contextes, là, mais c'est rare. Merci beaucoup pour ton commentaire, pour ta réponse, en fait. Maintenant, on a Tristan qui demande est-ce que certaines activités risquent de ne plus être économiquement viables dans certaines régions? Répète-moi ça, excuse-moi, je lisais un commentaire en même temps. Sois attentif, Sylvain. Oui, c'est ça. Il demande, en fait, est-ce que certaines activités risquent de ne plus être économiquement viables dans certaines régions, sûrement suite, par exemple, aux restrictions liées à la fermeture des chemins? Bien, c'est dur à dire. En fait, la question, c'est rendu là, c'est parce que le bois, là, quand on va le ramasser, on génère des revenus importants qui, une bonne majorité, pas une majorité, mais une bonne proportion de l'argent qui est généré sert à la construction des chemins ou à la réflexion des structures. Mais le problème, c'est que la réflexion, le lien entre la récolte de bois et l'entretien de la voirie n'est pas évident à faire parce que la responsabilité ne relève pas des industriels forestiers qui ramassent du bois d'entretenir le réseau routier. C'est une responsabilité qui relève du gouvernement du Québec. C'est le réseau routier de l'ensemble des Québécois. Et à partir de là, s'il était permanent, s'il ne se dégradait pas, il n'y aurait pas de problème. Et là, le problème, c'est que la dégradation du réseau routier qui n'est pas utilisé devient un enjeu majeur pour la protection de l'eau. Ça ne veut pas dire qu'on va faire moins d'argent en ramassant du bois parce que la facture, là, ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas penser que demain matin, on va dire on va envoyer la facture de la réfection des routes aux industriels forestiers. Mais non, le livre, tu sais, quand on joue à une game, là, on suit les règles. Puis les règles, ils ont été claires. Il y avait une loi, il y avait des règlements, ils ont été respectés par l'ensemble des partenaires. Puis ce qui arrive, c'est qu'il manque un bout dans les règlements qui est la vision à long terme de la chose. Et ça, ce n'est pas par un cadre réglementaire. C'est pour ça que je le souligne. C'est une politique de gestion intégrée que ça va nous prendre du réseau routier parce que ce n'est pas un cadre réglementaire qui va régler la situation. Un cadre réglementaire, ça ne gère que les activités. C'est à la base de l'ensemble des problématiques. Puis, au point de vue économique, moi, je ne vois pas de problème. En ce moment, il n'y a aucune menace à ça parce que le bois, on va continuer à le ramasser en construisant des chemins bien faits. La question, c'est est-ce que le gouvernement du Québec, par le biais du ministère Forêt, Fonds et Parcs, a suffisamment d'argent pour investir pour la déconstruction, parce que c'est l'État qui doit payer pour ça. Ce n'est pas les industriels forestiers, à mon avis, là, qui doivent payer pour cette chose-là. Puis à partir de là, c'est juste qu'on n'a même pas de données pour être capable de le dire. C'est aussi simple que ça. Parfait, merci beaucoup pour ta réponse. Par la suite, on aurait Louis Bélanger qui demande qu'est-ce qui se fait à ce niveau dans les autres provinces? Plutôt, tu as parlé de l'Ontario. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Bien, justement, c'est une surprise que j'ai eue en relisant mes notes sur l'Ontario. Je pense qu'en fait, pour la situation en Ontario, je ne la connais pas, mais elle est référée dans le bureau du forestier en chef de 2010, dans son état des situations. Donc, ça sera facile de retrouver cette information-là. Ce que je sais, c'est le Nouveau-Brunswick. En fait, l'exemple du Nouveau-Brunswick, c'est qu'ils ont des audits, peu importe l'industriel qui est sur le territoire public, ils ont des audits où ils doivent nécessairement démontrer qu'ils ont fait ce qu'il faut pour réparer l'ensemble du réseau routier. Et l'ensemble du réseau routier fait l'objet, que ce soit les vieux, les anciens, les nouveaux, ça fait toute partie de ce qui est évalué parce que ce qu'on évalue, c'est la capacité de faire l'aménagement forestier durable en protégeant les milieux aquatiques. Je dois dire que c'est exactement la même chose aussi pour la Colombie-Britannique, qui ont investi, puis là, ça, j'ai de la misère à trouver des références là-dessus, mais c'est quelques experts qui me l'ont dit, dans les années 90, quand ils ont passé d'un régime un petit peu comme le nôtre, là, qu'on a fait dans les années 80, là, d'un régime de concession forestière à un régime de contrat d'approvisionnement sur des territoires publics. Quand ils ont fait cette transition-là dans les années 90, le gouvernement a investi sur une dizaine d'années 2 milliards répartis sur 10 ans pour être capable de remettre à jour les anciens réseaux routiers et les remettre aux gestionnaires. Donc, à partir des années 90, donc ça fait déjà 30 ans de ça,
tout le territoire, peu importe où, peu importe les chemins, ils sont surveillés par le ministère et l'ensemble des industriels forestiers doivent entretenir tout ce réseau routier-là. Mais en fait, il y avait la responsabilité qui leur aurait été remise en main avec des règles du jeu qui étaient cohérentes à l'époque, avec un investissement du gouvernement. Et aujourd'hui, on ne pourrait jamais rattraper ce retard-là pour le Québec, à mon avis. Mais c'est ça, c'est juste pour dire que oui, ailleurs au Canada, ce n'est pas uniforme, mais je sais que dans plusieurs provinces, il y a une surveillance très pointue et très accrue de l'ensemble du réseau routier. Entre autres, les méthodes de mise hors service sur lesquelles je m'inspire viennent de Colombie-Britannique, où chaque ponceau traverse de cours d'eau, quand elle est construite, il y a une date pas étampée dessus, qui est dans une base de données. On sait quel ponceau est mis à quelle année, dans combien de temps il faut l'inspecter avant qu'il lâche parce qu'il va falloir l'entretenir. Au Québec, cette base de données-là n'existe pas, même dans le cadre du REDF. À l'heure actuelle, si vous installez un ponceau sur le territoire public qui a déversoir, même si sa durée de vie va durer pas plus que 20 ans, bien, cette structure-là, il n'y a aucune base de données qui est écrite que dans 20 ans, là, il y a un flag qui se lève, puis hey, il faudrait peut-être aller le changer avant qu'il y ait foire. Bien, ça n'existe pas, cette base de données-là. Donc, à l'heure actuelle, le gouvernement du Québec, au niveau de la gestion, on construit du réseau routier, on le construit bien, mais on ne s'assure pas d'avoir les données qu'il nous faut pour en faire un entretien cohérent et une protection du milieu aquatique. C'est très, très bien répondu. On voit qu'on a quand même plusieurs choses sur lesquelles on peut s'inspirer là, pour améliorer nos pratiques dans l'avenir. Une autre question qui nous vient, une petite dernière question qui nous vient d'Alexandre Mathieu. Est-ce que ça serait envisageable qu'un système de compensation de pertes d'habitat faunique, un peu comme la direction des barrages, soit réalisé pour tenir en responsabilité ceux qui abandonnent les chemins en question? Ça serait-tu réaliste de prévoir une imputabilité à ceux qui aménagent les ponceaux en question? Le problème, c'est qu'on ne peut pas rendre imputable le gouvernement de ses propres actions. L'abandon du réseau routier n'est pas une responsabilité qui revient aux industriels forestiers. Le chemin, de la minute qui est construit, c'est un chemin qui est public et qui appartient au gouvernement du Québec. S'il est abandonné, mal géré, ben, c'est bien plate, là, mais s'il n'y a pas de... c'est le gouvernement lui-même qui en est responsable. Donc, ce n'est pas une solution qui me semble envisageable. D'ailleurs, j'ai vu passer une question vite, là, au niveau de la certification des pratiques d'aménagement forestier durable. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ce n'est pas plus clair que ça, parce que la plupart des organismes de certification au niveau de la voirie exigent un plan de gestion de la voirie, mais ça résume la plupart du temps un plan de gestion des accès. Et dans certains cas, considèrent qu'ils disent ben, le bois il est bien récolté, ce n'est pas de notre faute si le propriétaire du terrain ne s'occupe pas de l'entretien une fois que c'est terminé. Mais pendant qu'on a fait nos travaux, on l'a fait comme il faut. Donc, cette question-là, elle risque à être développée. J'en avais déjà parlé à certains intervenants de la norme boréale de FSC, mais pour l'instant, je ne connais pas l'essentiel de tous les détails, mais j'avais pas trouvé en fait de réponse à mes questions dans la documentation que j'avais trouvée à ce sujet-là. Parfait. Écoutez, je regarde l'heure. Il était 28-29. Ça dépend si vous regardez sur votre téléphone ou si vous regardez sur votre ordinateur. Je veux quand même prendre le temps de vous remercier tout le monde. On a vu dans le chat, là, il y a plusieurs personnes qui se demandent si la présentation va être disponible. La réponse est oui. Elle va être disponible là, sur le site www.forêt-montmorency. Vous allez pouvoir aller chercher là, la présentation là, sans trop de problèmes. Il faut nous laisser un peu de temps, par contre, là, ça va nous prendre quelques minutes pour mettre ça sur place. Là, ça risque d'aller à demain. Merci Sylvain. J'allais justement ajouter attendez, on n'a pas des moyens technologiques super, mais d'ici les prochaines heures, ça devrait être en cours. Ça va être en ligne. Donc, merci beaucoup, M. Justra, pour votre conférence. Merci à tous ceux que vous êtes là, qui êtes là. J'ai vu un pic à 288 personnes. C'est quand même impressionnant. Moi, je ne suis pas familier avec les plateformes depuis un an. Mais je suis quand même impressionnant de voir qu'on regroupe 288 personnes via Zoom. Là. C'est vraiment super. On vous informe, en fait, je profite du public pour vous informer de la prochaine
La prochaine conférence, dans le cadre de Tire ta bûche de la science, ça va avoir lieu le 8 février de 12h30 à 1h30. Et c'est Mme Evelyne Tifo qui va venir nous entretenir du sujet, le secteur forestier et la lutte au changement climatique, les apprentissages de la forêt Montmorency. Donc, encore une fois, merci à tout le monde d'avoir été là. Et on se redit au revoir et au 8 février. Puis, entre-temps, si vous avez des questions à M. Jutras, n'hésitez pas à le communiquer. Ses coordonnées sont facilement retrouvables sur le web. Merci à tous. Bonne journée.